Bonjour à tous et bienvenue dans notre e-café pédagogique Clé Formation. Alors aujourd'hui, nous allons participer à cet accompagnement pédagogique avec l'aide de Cédric Vial, qui est auteur, enseignant et auteur chez Clé International de la série #La classe. Bonjour Cédric. Bonjour Jeanne, bonjour Philippe. Et par chance aussi, nous avons Philippe Lyria, qui est délégué pédagogique chez Clé International et qui animera le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Il nous retransmettra aussi les questions que vous nous avez posées dans le Google Form que nous vous avions donné dans les dernières semaines. Donc, voilà, aujourd'hui, on va travailler la visioconférence avec les adolescents. Et je vous rappelle que ce e-café pédagogique, nous allons travailler aujourd'hui la visioconférence et dans un prochain e-café pédagogique, nous verrons comment accompagner nos apprenants dans le processus d'apprentissage asynchrone. Donc, on verra un petit peu les deux côtés de l'enseignement à distance. Aujourd'hui, on se centre sur la visioconférence. La première chose que nous allons faire, c'est faire quelques rappels de questions logistiques. Ça va être très rapide. Et le gros de ce e-café pédagogique, c'est vraiment répondre aux questions que vous nous aviez posées pour être le plus à votre écoute possible, pour nous adapter le plus possible à vos besoins. Et ensuite, on a essayé de penser à des idées qui pourraient vous aider dans ce processus de confinement. Et donc, on va vous proposer quelques exemples d'adaptation de matériel pour vos sessions en classe en visioconférence. Voilà, donc commençons avec ces petits rappels logistiques. Je vous rappelle déjà que si vous n'avez pas suivi notre précédent e-café pédagogique, vous avez un mini-MOOC Clé Formation à votre disposition dans le lien qui s'affiche à l'écran, qui s'appelle « Confiner mais à vos côtés ». Vous trouverez tous nos conseils, nos trucs pour justement cet enseignement à distance. Vous trouverez également beaucoup de ressources que nous avons mis pour la plupart en libre accès pour faciliter votre enseignement à distance. On sait que tout le monde n'a pas accès à ces manuels, donc sachez que, par exemple, la plupart des bibliomanuels est en accès libre, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter ce mini-MOOC qui est sur le site de Clé Formation, rubrique Covid-19. Bien, donc dans ces rappels sur les questions logistiques, déjà, la première chose auquel on a pensé, c'est que si votre contexte le permet, privilégiez moins de temps en visioconférence, mais en divisant vos groupes. Il est vraiment important qu'il y ait le moins d'élèves possible dans la visioconférence pour assurer une bonne participation. Je donne un exemple un petit peu au hasard comme ça. Imaginons que vous avez 1h30 de français avec vos élèves de secondaire et que c'est une classe de 30. Bien, il est peut-être préférable de faire soit 2 groupes, soit même 3 groupes, mais 2 groupes de 15 élèves, 45 minutes par session, de façon à ce qu'on puisse favoriser la participation orale. Ça, ce serait la première chose si votre contexte le permet. Ensuite, bien sûr, il va falloir que vous vous assuriez que les élèves savent utiliser le micro, la caméra, les fonctions basiques de la visioconférence. N'hésitez pas à perdre, entre guillemets, une session de visioconférence pour mettre en place ces choses-là. Ça peut en plus être une fonction communicative que l'on travaille en français, selon le niveau de vos élèves, mais ça vous assurera un meilleur fonctionnement, un meilleur déroulement dans vos prochaines sessions. Donc, c'est important. Troisième conseil, nommez toujours les élèves par leur nom ou faites-les nommer par leurs camarades. Je m'explique. Normalement, vous êtes en classe, donc avec un geste ou un regard, un élève sait qu'on attend une réponse de sa part. Ce n'est pas du tout le cas en visioconférence. Là, si je parle à Cédric ou à Philippe, sauf si je dis leur nom, ils ne savent pas que je m'adresse à eux. Donc, il faut vraiment impérativement nommer vos élèves pour s'assurer qu'il y ait une réponse. Et quatrième conseil, important aussi, alors je le sais, vous donnez des consignes très claires dans vos classes déjà, je pense qu'il faut clarifier encore plus nos consignes pour nous assurer que tout le monde comprenne et éventuellement donner un ordre du jour des activités que l'on va faire en visioconférence dans la plateforme éducative par exemple. Comme ça, vos élèves pourront suivre très clairement les étapes de votre visioconférence. Donc, ça demande quand même une organisation peut-être un peu un peu plus grande que d'habitude. Je sais que vous êtes déjà organisés dans vos classes. Là, il faut vraiment bien segmenter. Bien. Et autre conseil, on sait que le confinement, c'est assez complexe comme situation, c'est difficile.
et que ça nous oblige à travailler avec des programmes dont on n'avait pas l'habitude auparavant. Donc, ça a beaucoup de points négatifs. Mais tout de même, ça a quelques points positifs, à savoir que quand même, la visioconférence va nous obliger à travailler avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a beaucoup parlé depuis des années de ce qu'on appelait les technologies de l'information et de la communication. On les a parfois intégrées dans nos classes. Là, on est un petit peu obligé de passer par ces nouvelles technologies. Donc, n'hésitez pas, au-delà du partage d'écran, à utiliser des jeux interactifs, des Google Docs collaboratifs, toutes sortes d'applications qui vont nous permettre de travailler avec les élèves de façon pertinente et de façon motivante, dynamique. Dans ce dynamisme, justement, dans la quête de dynamisme dans nos sessions, n'hésitez surtout pas à réaliser des activités très courtes, d'une part, et des activités variées, pour vous assurer que l'attention des apprenants sera toujours relativement présente. On sait qu'avec les adolescents, parfois, c'est un peu difficile. Donc, n'hésitez pas à vraiment varier les activités pour vous assurer tout le temps qu'ils sont motivés. On reparlera, je suppose, de motivation plus tard. Bien. Enfin, et c'est pas évident nécessairement, il va falloir tenter de favoriser les interactions entre apprenants, même pendant la session, en favorisant par exemple les activités collaboratives. Je sais que Cédric va nous en parler plus tard. Bien, comme je vous le disais, ça c'était un très rapide rappel logistique, mais le gros de ce e-café pédagogique Les Formations, c'est vraiment de répondre à vos questions. Donc, Philippe a fait tout un inventaire de vos questions et on va tenter d'y répondre avec Cédric. Voilà. Ah, Philippe, je crois qu'il faut remettre ton micro. les inconvénients du direct, voilà. Voilà, donc j'ai remis mon micro. Donc, oui, alors, une question, je ne sais pas, l'un de vous deux pourra y répondre. Certainement, quel programme utiliser, donc quel pluriel ou singulier, quel programme utiliser pour pouvoir justement réaliser ces visioconférences? Oui, alors je vais le faire. Pour les programmes, en effet, on vous avait donné dans le précédent e-café pédagogique une liste de programmes non exhaustifs que vous pourriez utiliser, qui sont relativement connus. Vous reconnaîtrez là Google Meet, vous reconnaîtrez Zoom dont on a beaucoup parlé, Skype que vous connaissiez avant. Il y en a d'autres. Je sais que Jitsi a été utilisé dans beaucoup de zones pour favoriser les échanges. Alors, je ne peux pas et on ne peut pas, nous, vous dire quel programme utiliser, vous dire quel est le meilleur, par exemple, pour la simple et bonne raison que souvent, c'est notre institution qui choisit le programme et que j'ai l'impression qu'une semaine, il y a un programme à la mode et on se rend compte qu'il y a un problème avec ce programme, donc on passe à un autre, etc. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que chez Clé International, on travaille, par exemple, et c'est vraiment un exemple, on travaille avec Teams. Et avec Teams, par exemple, on peut faire des sessions qui n'ont pas de durée limitée, on dispose d'un chat, on peut partager notre écran et partager notre présentation PowerPoint, il y a un partage intégré de présentation PowerPoint. On peut utiliser un tableau que vous voyez ici, le tableau. Moi, je peux écrire bonjour et mon élève peut simultanément mettre le point d'exclamation. Ça peut être utilisé de façon simultanée élève-enseignant si vous mettez bien les modalités, les permissions pour tout ça. On peut voir aussi dans notre barre latérale basse de l'écran qui est présent dans notre session. Alors, bien entendu, pour des questions de vie privée, on essaie, de vous demander d'éteindre vos caméras pour respecter votre vie privée. Mais c'est vrai qu'avec les élèves, si on est ensemble, on peut éventuellement les voir, celui qui parle en tout cas au moins. On a aussi la possibilité de créer des équipes avec différents canaux de communication. Ça veut dire qu'on pourra créer des sous-groupes de travail, comme on a en classe souvent. Je pense à nos collègues qui travaillent par exemple avec des équipes collaboratives. On peut tout à fait recréer cette dynamique avec des programmes de visioconférence et c'est le cas par exemple avec Teams. Très bien, merci beaucoup Jeanne. Donc nous allons poursuivre avec les questions. La question suivante, c'est en fait comment faire
des explications écrites lors d'un cours en visioconférence? Alors, qui prend la parole? Je vais continuer, vu que c'est les questions un peu plus techniques. Peut-être que Cédric, tu reviendras sur le pédagogique plutôt. Alors, pour les explications écrites, on a plusieurs options. La première, c'est que souvent avec la visioconférence, il est quand même très pratique de faire une présentation de type PowerPoint, Keynote, peu importe le programme que vous utilisez, mais c'est très pratique d'avoir une présentation faite avec le déroulement de nos activités, les diapositives prêtes, et donc une partie de nos explications peut se trouver sur cette présentation qu'on va projeter aux élèves. Bien, ça c'est pour les choses qu'on aura prévues avant, mais nous le savons, quand on est en cours, on fait aussi plein d'explications, beaucoup d'explications qui sont plus spontanées et qui sont dans la ligne du socio-constructivisme qu'on peut souhaiter mettre en place dans nos classes. Dans ce cas, on va faire des explications au tableau, naturellement. Bien, ici, on peut faire des explications dans le chat de notre programme de visioconférence. Vous voyez ici une activité de hashtag la classe et dans le chat, le prof va expliquer, va bien réécrire le Québec, etc., les ingrédients, c'est à peu près comme les crêpes, le beurre, etc. Hein. Et ce chat, on peut vraiment le mélanger à d'autres fonctions. Ici, on a un partage d'écran plus le chat. Vous pouvez également, avec les élèves peut-être un peu plus jeunes, hein, les préados, les ados, mais, enfin, je pense que ça passe aussi au lycée, Cédric nous le confirmera, mais vous pouvez créer vos routines sur le tableau interactif. Par exemple ici, donc, il y a la présentation PowerPoint, ici. On a mis les jours de la semaine, les mois de l'année. Alors, je ne me suis pas embêtée pour le faire, hein. J'ai pris des exemples de manuels. Concrètement, ici, c'est le nouveau jus d'orange, mais j'ai pris des exemples de manuels. J'ai collé ces exemples sur mon PowerPoint et ce que j'ai fait, c'est qu'avec avec le tableau interactif, j'ai répondu. Alors, je peux le demander à un élève. Oui, est-ce que quel jour on est? Tel élève. Il va répondre, j'entoure samedi et je mets samedi. Quel mois on est, etc. Donc, c'est très facile avec le tableau de faire ce genre de choses. Hein. C'est tout à fait faisable. D'accord, alors on continue. Alors, Jeanne, tu vas certainement répondre à cette question également. Comment fonctionne Kahoot et d'autres programmes interactifs comme ça que l'on peut trouver en ligne? Alors, je peux présenter Kahoot et peut-être, Cédric, tu présentes les autres, parce que je sais que tu t'en sers beaucoup avec les grands adolescents. Pour Kahoot, hein, c'est très simple, il suffit de créer un compte. Hein. Kahoot, je pense que beaucoup de nos collègues le connaissent déjà, mais c'est une application dans laquelle on va pouvoir faire des petits jeux concours avec nos élèves. C'est extrêmement motivant, déjà en classe, en présentiel, mais avec l'ordinateur, ça nous assure qu'ils ont un écran. Donc, vraiment, on n'a plus le problème d'infrastructure qu'on avait parfois en classe. Bien. Donc, on crée un compte. Une fois qu'on a créé un compte, il est très facile de créer notre jeu. Hein, vous voyez les images ici. Sachez que ce diaporama va être disponible. Hein, il est sans doute disponible sur le site Clé Formation dans la rubrique Covid-19. Donc, vous allez le retrouver et vous pourrez reprendre le pas à pas très facilement, très aisément. Donc, avec Kahoot, après, quand vous avez créé un jeu, on va vous donner un code que vous partagez avec vos élèves en direct et eux, ils entrent avec ce code et ils peuvent directement mettre leur nom et répondre au concours que vous avez préparé. Un concours Kahoot, ça met 5 à 10 minutes à préparer. C'est vraiment très rapide. Alors, on vous le dira plus tard, on vous en a déjà créé pour vous lancer sans crainte, mais c'est très rapide et il suffit juste de partager un code avec nos élèves. Donc voilà, c'est très simple. Est-ce que Cédric, tu veux peut-être ajouter d'autres choses sur d'autres applications que tu trouves intéressantes? Alors moi, je vais vous parler de Quizlet, d'accord? C'est un peu le même principe que Kahoot, c'est pour réaliser des quiz en ligne. Donc, c'est très simple. Vous vous connectez à la page que nous allons vous communiquer dans la présentation PowerPoint et vous vous inscrivez comme Soy Maestro. D'accord? Vous créez une unité de travail, enfin, unidad de estudio, où vous allez emmagasiner toutes les activités que vous allez créer.
D'accord? Une fois que vous avez créé votre Unidad Studio, vous allez créer vos activités. Et donc, l'avantage de Quizlet, c'est qu'il propose de nombreuses activités, un grand éventail d'activités possibles. Vous pouvez écrire, vous pouvez travailler l'orthographe, vous pouvez aussi combiner photos et noms pour justement travailler le lexique ou des points, par exemple, de grammaire, etc. C'est très simple à utiliser et surtout, ça permet de donner un aspect plus interactif aux activités. Par exemple, là, sur le PowerPoint, j'ai pris une activité de hashtag la classe 2 dans lequel les apprenants doivent retrouver le loisir qui est représenté sur la photo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des photos directement tirées de hashtag de la méthode numérique et j'ai mis les noms. Les élèves doivent simplement associer les photos aux noms. Ou alors, par exemple, dans la deuxième activité que je vous propose, toujours sur hashtag, j'ai repris la même photo et j'ai mis plusieurs options. Ils ont juste à cliquer sur le nom du loisir pour valider leur réponse. Vous pouvez aussi accompagner des activités de documents audio. Donc, ça permet aussi, par exemple, de travailler la dictée ou de savoir orthographier tel ou tel mot. Donc, vous avez plusieurs on va dire, fonctions qui sont très intéressantes à travailler en ligne. Je vais vous parler maintenant de Google Docs et de Google Slides pendant la séance. Donc, les avantages des outils de Google sont principalement le gain de temps, puisque vous pouvez modifier instantanément chaque document. Donc, vous n'avez plus besoin d'attendre que votre camarade vous envoie le document par mail ou par, on va dire, message. D'accord? Vous vous connectez directement sur le document et vous pouvez rédiger. Ça permet aussi de de développer le travail collaboratif entre les apprenants, puisque vous pouvez répartir sur un même document plusieurs apprenants et donc qu'ils travaillent en collaboration. Et enfin, ça peut aussi permettre d'évaluer les apprenants et de réaliser les tâches finales, par exemple quand il s'agit de production écrite sur un thème que vous avez choisi. Enfin, le dernier document, enfin le dernier programme que je trouve intéressant et que j'utilise beaucoup, entre autres, pour l'évaluation de nos apprenants, c'est Google Forms. Donc, c'est très simple. Sur le Google Drive, sur votre Google Drive, vous cliquez sur Nouveau et vous allez dans Plus, d'accord, dans le menu, et vous trouvez Google Forms. L'avantage de Google Forms, c'est pour, là encore, créer des questionnaires. Mais vous avez plusieurs options de questions. Vous pouvez faire des questions, par exemple, ouvertes courtes, où on attend un ou deux mots, des questions ouvertes longues, là, l'apprenant devra écrire un paragraphe ou une réponse un peu plus détaillée, ou simplement des choix multiples. Vous pouvez aussi incorporer des illustrations, des documents audio, et c'est très très simple à utiliser, puisque pour ajouter une question, vous n'avez qu'à cliquer sur plus, qui est situé à la droite de votre écran. Voilà pour les programmes que je peux vous présenter. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et donc il y a encore beaucoup de programmes que vous pouvez utiliser en libre service. D'accord, très bien. Merci beaucoup Cédric pour ces précisions. Alors, une autre inquiétude des professeurs, c'est un petit peu comment organiser le temps de la visioconférence, donc temps d'explication, d'activité, de questions. Alors, comment on peut faire justement? Je peux commencer éventuellement et Cédric poursuit. Alors, dans une organisation de session, en gros, et c'est tout à fait, c'est en indicatif, mais il va falloir que vous segmentiez un petit peu votre session. Les 10 premières minutes, ce n'est pas les 10 premières minutes de la session, c'est les 10 minutes d'avant. On vous conseille de vous connecter toujours à l'avance de votre session, en gros 10 minutes, pour vérifier que le son, la caméra fonctionne, mais aussi pour mettre en place, quand les élèves arrivent petit à petit, on peut s'assurer que les leurs fonctionnent, on peut éventuellement avoir un petit espace d'échange informel avec les parents d'élèves. On est quand même pas nécessaire, enfin, alors pour les grands adolescents, c'est pas nécessaire, mais c'est vrai que pour des adolescents de 12-13 ans, parfois, un petit échange avec les parents, ça les rassure aussi. Ensuite, pour commencer la classe, on va saluer individuellement nos élèves et on va essayer de reprendre nos rituels, nos routines qu'on avait en classe présentielle. La date, la météo, pour les plus grands, on peut éventuellement
parler de l'état de santé, etc. Mais selon le niveau, en fait, on va tenter de garder en tout cas nos rituels. Il va falloir alterner ensuite des activités courtes, variées. Et au début et à la fin de chaque activité, assurez-vous que vos élèves ont suivi. Posez des questions, parce qu'ils ne vont pas forcément oser vous demander, mais posez bien des questions. Est-ce que tu as compris tel élève? Et toi, qu'est-ce que tu as compris? Reformulez. N'ayez pas peur de perdre un peu de temps, entre guillemets, parce que vraiment, ce n'est pas de la perte de temps, pour vous assurer de la bonne compréhension et suivre ensuite. Pour les plus jeunes, n'ayez pas peur de passer à la langue maternelle s'il le faut. Ça évitera un facteur anxiogène, en tout cas pour les plus jeunes en niveau A1. Peut-être que tu peux nous donner un exemple au lycée, Cédric? Alors voilà, exactement, merci Jeanne. Je vais reprendre un peu ce que Jeanne a dit. Moi, je vous propose, bien évidemment, c'est pour une séance, on va dire, classique, 5 minutes réservées aux routines de classe. Donc, comme l'a dit Jeanne, important de garder toujours la même dynamique que nous avons dans une classe dite traditionnelle en présentiel. Donc, moi, je réserve à peu près 5 minutes pour parler de la date, de la météo, demander aux élèves comment ils vont, etc. Ensuite, 10 minutes de correction des activités que vous avez pu demander lors d'une séance précédente, par exemple la correction des exercices de grammaire, de lexique ou de compréhension écrite. Et je reviendrai sur ce point un peu plus loin sur justement la compréhension écrite. Puis, réserver environ 15 minutes de compréhension orale, le temps de faire une première écoute pour de la compréhension globale, demander combien de personnes parlent, par exemple, ou quel type de dialogue il s'agit, de quel est le thème, etc. Une compréhension pour la compréhension détaillée, cette fois-ci, un peu plus spécifique. Et enfin, une dernière écoute pour la compréhension fine. Et dans ce cas-là, vous pouvez proposer des activités complémentaires. Passer par exemple 5 ou 10 minutes pour la compréhension écrite. Moi, ce que je recommande pour des cours online, c'est autant que possible demander aux élèves de préparer les textes en dehors de la classe pour justement garder du temps pour développer la production orale ou faire des activités de compréhension orale. 10 minutes de grammaire pour découvrir et pratiquer le point de grammaire. Et enfin, toujours dans la mesure du possible, garder 5 minutes pour se divertir, pour se détendre et proposer un jeu pour pouvoir réutiliser le lexique qui a été vu auparavant, le point de grammaire que vous venez d'étudier, ou simplement se divertir et parler français en groupe. Très bien, merci. Alors, continuons. Une des inquiétudes, là encore, des professeurs, c'est évidemment faire une visioconférence où on va privilégier donc les interactions, mais comment faire quand c'est des étudiants, donc des élèves, pardon, de niveau A1? Comment les faire pour qu'ils puissent parler? Alors, je vais enchaîner avec justement comment faire parler nos élèves au niveau A1. Eh bien, c'est assez simple, même si ça peut paraître compliqué que les élèves parlent en niveau A1 déjà dans une classe dite traditionnelle. Donc, online, on a encore plus d'inquiétudes. Mais pourtant, c'est assez simple. La première chose à faire, c'est favoriser une ambiance positive, d'accord, qui permettra la prise de parole et donnera de l'assurance à l'étudiant. C'est simple, plus nous sommes en confiance, moins on aura de difficultés à prendre la parole et moins on aura peur du ridicule et moins on aura peur de commettre des erreurs. L'instauration de routines basées sur la production orale, comme l'a dit Jeanne auparavant, demander l'état de santé, de parler de la météo, les consignes de classe ou simplement la date permettent déjà à certains apprenants de prendre la parole. Favoriser les activités ludiques, puisque quand on s'amuse, on est un peu plus détendu, on a plus confiance en soi et on a plus de facilité à prendre la parole. Important pour le professeur, distribuer la parole de manière homogène pour éviter, première chose, la cacophonie et pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes, tous les jours les mêmes élèves qui prennent la parole. Enfin, recourir à la pédagogie de la classe inversée, puisque la préparation des activités avant la classe permettent principalement de gagner de la confiance en soi et les apprenants sont plus enclins à prendre la parole. Et ça, Jeanne nous en parlera un peu plus tard dans cette présentation. On peut également proposer des activités orales, par exemple le jeu de rôle avec un canevas très détaillé. Alors c'est important, comme je l'ai dit auparavant, de mettre en confiance les apprenants. Si vous détaillez très bien le canevas à suivre, il n'y aura pas de problème.
Par exemple, je vous mets une situation, on va dire, traditionnelle en A1, c'est il y a un nouvel élève dans la classe, vous lui posez des questions sur son identité, sa nationalité, son âge, il répond, il vous pose aussi des questions. On peut dévier ou dériver des jeux dits traditionnels, par exemple le jeu du pendu ou du bingo, qui permettent de travailler le lexique vu en classe et la prononciation, par exemple les lettres de l'alphabet ou simplement les numéros. L'utilisation de flashcards qui permettent de donner du sens aux mots et de faire participer les élèves. Simplement, demander qu'est-ce que vous voyez, demander par exemple aux élèves de décrire ce qui est représenté sur la flashcard ou tout simplement de demander aux élèves qu'est-ce qu'ils voient. Et enfin, des dictées que j'appelle dessinées. Alors online, c'est un peu plus compliqué puisque on n'a pas les mêmes outils pour pouvoir dessiner que dans une classe traditionnelle qui permettent justement de travailler la compréhension sans commettre d'erreurs. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre un papier à côté de notre ordinateur et de dire, par exemple, vous allez dessiner au centre de votre feuille un bureau, donc l'élève dessine un bureau, vous mettez sur le bureau une trousse, vous dessinez une trousse. Une fois que la dictée est terminée, tout le monde montre son dessin ou peut prendre une photo simplement et la poster sur, si vous avez un blog de la classe ou une application pour transmettre vos documents, simplement l'envoyer et comparer, voir les erreurs, voir ce qui est bien et par exemple voter pour celui qui vous semble le plus intéressant. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Cédric. Alors, également, autre chose, c'est comment éviter. Alors, on a abordé un petit peu justement la dynamique, mais peut-être qu'on pourrait approfondir comment éviter justement la répétition d'un schéma que l'on connaît bien en visioconférence, justement de ce schéma-là du question-réponse. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Alors, oui, bien sûr. C'est vrai que on vous a dit qu'il faut nommer les élèves. Et donc, ça fait un peu prof qui demande et élève qui répond. Et on sait que dans la classe traditionnelle, ça ne fonctionne pas toujours. Ce n'est pas nécessairement motivant. Donc, il va falloir qu'on trouve autre chose à faire. Alors déjà, le fait d'utiliser des jeux interactifs qui permettent de jouer ensemble, de créer des situations d'échange plus naturelles, ça va nous permettre d'éviter ce schéma trop répétitif. Ensuite, si on est avec des adolescents qui commencent à avoir certaines compétences digitales, on peut tout à fait travailler avec ce que nous conseillait tout à l'heure Cédric, c'est-à-dire les Google Docs, les Google Forms. Et ça va nous permettre de travailler entre pairs, c'est ce que disait Cédric. Donc, le fait de pouvoir travailler entre pairs va nous faire éviter aussi ce schéma trop répétitif. Ensuite, lorsque vous êtes dans vos jeux, n'hésitez pas à favoriser les interactions en ronde, c'est-à-dire que le professeur va nommer un élève, mais cet élève qui va répondre nommera un camarade, qui nommera un camarade, etc. De sorte que ce n'est pas nécessairement le professeur qui fait le question-réponse, ça peut aussi passer par les apprenants et donc ça favorise encore une fois l'interaction entre apprenants, ce qui est toujours plutôt une bonne chose dans nos cours en présentiel et donc dans nos cours à distance. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, justement, comment motiver, et c'est très lié aussi à la dynamique en fait, comment motiver les élèves en visioconférence? Alors, je vais commencer, mais peut-être que Cédric complétera dans la mesure où, où c'est quand même un thème, disons, central dans notre enseignement. Déjà, la première chose dans le cours à distance, c'est qu'il faut que vous sachiez que sans doute, il est fort probable que vos étudiants soient plus motivés par la visioconférence que vous. Il s'agit de natifs digitaux et du coup, il est fort probable que l'ordinateur, à eux, ça ne leur pose aucun problème, peut-être moins de problèmes qu'à vous. Et que, par exemple, dans votre visioconférence, et je l'ai vu régulièrement là, avec des élèves, ce soit les élèves qui soient des médiateurs informatiques pour tout le monde et pas le prof, parce qu'on se rend compte que nos élèves sont bien mieux formés au niveau digital que nous parfois. Bien, ça c'est une première chose. Donc en soi, c'est plutôt motivant pour eux la visioconférence, en tout cas les premières. Ensuite, il va falloir que vous pensiez à varier un maximum les outils utilisés. Alors, il faut bien entendu laisser le temps qu'ils sachent manier les outils, mais disons qu'on peut faire des cycles où on apprend Kahoot, Quizlet, Quizzes, Kaggle, Google Docs, etc. Et en quelques sessions, en gros, vous aurez quand même un éventail très large d'outils variés
qui permettront aussi de favoriser un changement de rythme, un changement de type d'activité et donc une meilleure motivation de nos élèves. Hein? Et enfin, comme je vous le disais, il faut absolument nommer à chaque fois vos élèves. Et donc, parce que si on favorise leur participation orale, leur système d'attention sera bien activé et du coup, leur motivation également. Donc moi, par exemple, quand j'ai mes cours en ligne, je prends une feuille de papier avec un stylo et je note qui participe pour demander toujours aux élèves qui participent le moins de participer et m'assurer qu'en gros, très régulièrement, ils sont tous sollicités. C'est pour ça l'importance de faire des demi-groupes d'ailleurs, pour justement les solliciter très régulièrement. Peut-être que Cédric, tu voulais ajouter quelque chose à cela. Moi, je vais simplement ajouter, on va dire, d'autres caractéristiques ou d'autres activités que l'on peut mettre en place pendant la visioconférence pour motiver justement nos élèves. La première chose, et dont j'ai déjà parlé auparavant, déclinaison des jeux traditionnels, le pendule, le loto, la dictée dessinée, à privilégier en fin de séance pour détendre l'atmosphère et justement donner envie aux apprenants de revenir à la séance suivante. On peut aussi organiser la résolution d'énigmes. Comme l'a dit Jeanne, nos apprenants savent normalement très bien utiliser les outils de l'information et donc on peut organiser des chasse au trésor ou des enquêtes. La réalisation de questionnaires avec des applications comme Kahoot, Google Forms ou même des QR codes. D'accord, il y a beaucoup d'applications qui proposent des QR codes aujourd'hui pour répondre à des questions ou simplement accéder à des questionnaires et c'est un peu plus motivant que les questions que l'on peut trouver dites traditionnelles. Et enfin, des productions écrites sous la forme de cadavreski. Donc le principe est simple, j'écris une phrase, je ferme normalement mon papier et je le donne à mon voisin. Là, en visioconférence, on peut par exemple utiliser un Google Doc pour commencer à écrire le début de la phrase. Je commence mon histoire en disant il y avait 3 personnes dans cette rue et je demande par exemple à Jeanne, Jeanne, tu peux continuer en utilisant les temps du passé et implicitement on travaille aussi la grammaire de manière un peu plus amusante. Très bien, merci. Intéressant ce cadavreski virtuel. Alors, justement, peut-être que c'est une façon de ne pas expliquer uniquement de la grammaire en classe, n'est-ce pas? Alors, ça l'est en effet, et il faut bien prendre conscience. Je sais que c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Comment je fais pour, parce qu'on le sait, on l'a fait, nos collègues également. Souvent, on a eu des classes où, dans notre heure de classe, on a passé 40 minutes à expliquer de la grammaire. Et c'est un vrai problème en présentiel qui devient central en visioconférence parce qu'on réduit le temps. On vous a conseillé de réduire le temps de classe. Donc, si on n'a que 40 minutes de classe et qu'en plus ces 40 minutes, on les utilise en grammaire, c'est vraiment compliqué. Donc, de toute évidence, il va falloir favoriser les activités dont parlait Cédric à l'instant. Et il va falloir se segmenter davantage nos contenus grammaticaux sans craindre finalement que le rythme ne soit pas le rythme normal. Nous sommes dans une situation d'exception, assumons-le et essayons justement de modérer notre rythme pour nous assurer que tous nos élèves aient les mêmes opportunités. On le sait, le fait de travailler à la maison, certains élèves vont très bien suivre parce qu'ils sont bien accompagnés et d'autres sont dans des situations plus difficiles, plus complexes et donc pourraient décrocher. C'est vraiment pas le but. Je sais que vous souhaitez que tous vos élèves suivent, donc n'hésitez pas à ralentir un peu le rythme. La deuxième chose, c'est qu'on va de toute façon réduire la présence de contenus grammaticaux pendant la session pour augmenter la pratique. Donc ça veut dire qu'en gros, on passerait notre session plutôt dans la pratique, dans la discussion. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de nos contenus grammaticaux? Notre proposition, c'est d'utiliser la classe inversée. En 2019, d'ailleurs, Philippe est bien placé pour le savoir, en 2019, Clé International a publié un livre sur la classe inversée. Philippe, tu l'avais donc coécrit, et on propose justement de créer, par exemple, alors il y a plein de fiches, mais de créer aussi, si je me souviens bien dans le livre, vous nous montrez la façon d'élaborer les capsules pédagogiques, en fait. D'élaborer des capsules pédagogiques. Ah, je crois que notre écran est parti. Alors, 2 petites secondes, je vais vous le remettre.
d'élaborer En attendant effectivement que l'écran revienne, juste un petit mot, effectivement, ils pourront trouver toute la démarche pour pouvoir réaliser les fameuses capsules qui peuvent être une alternative donc à la leçon de grammaire traditionnelle. Alors, en attendant que l'écran revienne, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste de faire une capsule? Oui, en fait, je dirais que plus que en quoi consiste faire une capsule, il faut surtout se dire que si le cours présentiel, enfin, ou virtuel plutôt, doit être consacré à l'échange, etc., la capsule doit donc contenir des explications simples, très visuelles, ça doit être très graphique, en fait, pour transmettre une information accompagnée, c'est ce que nous recommandons, de quelques petites questions. Tout à l'heure, Cédric parlait de Google Forms. Ça peut être une façon de combiner la capsule vidéo avec des petites questions qui vont nous permettre de nous assurer qu'effectivement les explications ont été suivies. Et ensuite, quand on va arriver en cours virtuel, nous allons pouvoir reprendre à partir justement du résultat obtenu sur Google Forms, reprendre le point, mais en ne s'intéressant, je dirais, en ne s'intéressant qu'aux parties qui ont peut-être posé le plus de difficultés auprès de nos élèves. D'accord, donc ça, ce serait valable pour les adultes. Il va falloir qu'on trouve quelque chose d'autre pour les enfants. Je vais vous le montrer si la présentation nous le permet, parce qu'elle a disparu. C'est les aléas du numérique, du digital et du direct. Mais je vais vous montrer. Alors, moi, je le fais souvent avec mes élèves. Je forme des futurs professeurs de FLE. Et du coup, je le fais souvent avec mes élèves. Je leur dis, voilà, on va préparer des capsules exactement comme tu nous as proposé, Philippe, mais on va essayer dans ces capsules, de motiver nos élèves. Ici, par exemple, 2 élèves à moi qui m'ont donné l'autorisation d'utiliser leurs images, on fait des capsules, pour le coup, c'est lexico-grammatical, dans laquelle elles expliquent bien ce qu'il y a dans le cartable. Alors, il y a plus lexique, etc., ou les animaux. Donc, on est quand même dans du préadolescent, hein, je pense au début du secondaire, hein, plutôt dans le secondaire obligatoire. Et elles ont utilisé des filtres Instagram et TikTok. Ce type de filtres, ce type de canaux vont nous permettre de motiver davantage nos étudiants. C'est-à-dire que vraiment, on aura la pratique en visioconférence et eux, ils auront envie de voir ce que leur prof aura fait cette semaine pour les surprendre un petit peu. Alors, je sais qu'au début, ça peut paraître chronophage et ça l'est, hein, je ne vais pas vous mentir, mais petit à petit, en fait, on prend le rythme et on s'adapte bien. Si vous n'avez pas envie de passer trop de temps avec la capsule, sachez qu'il en existe déjà beaucoup dans les réseaux sociaux, hein, sur YouTube et autres réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à consulter. C'est quelque chose qui fonctionne normalement très bien avec les élèves. Hein. Ça fonctionne bien. Ils aiment ça parce qu'ils se reconnaissent. Ils reconnaissent le canal, en fait. Hein. Très bien, merci. Alors, autre inquiétude, et nous en venons à un point qui est souvent d'ailleurs un élément un petit peu polémique, c'est l'évaluation. Donc, comment évaluer en ligne? Ce serait une question. Et la deuxième question qu'on nous pose aussi, c'est comment s'assurer, dans le cas d'évaluation en ligne, que nos élèves ne vont pas tricher? C'est la question qui préoccupe beaucoup de nos collègues, en effet. Alors, première chose, avant de vous donner des alternatives, chez Clé International, on peut vous donner des idées. On a beaucoup de modèles d'évaluation qu'on met à disposition régulièrement des professeurs dans les espaces digitaux, etc. Mais c'est vrai que l'évaluation, c'est quelque chose qui dépend très souvent de notre institution. Donc, en fait, vous n'allez pas nécessairement choisir le modèle d'évaluation dont nous, on va parler aujourd'hui. C'est souvent l'institution qui va vous donner les modalités de l'évaluation et, avec ces modalités, les instruments. Et les instruments, va falloir que les institutions trouvent comment, en effet, s'assurer que les élèves ne trichent pas. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. De notre côté, c'est vrai que sur la formation à distance, on ne va peut-être pas faire des évaluations finales de restitution de connaissances. C'est peut-être moins pertinent. En revanche, vous pouvez toujours continuer votre évaluation formative avec des portfolios qui sont quand même très, très intéressants au niveau de l'évaluation. Et en plus, pour l'élève et les parents,
c'est intéressant d'avoir ce côté portfolio où on voit ce qui a été fait. Donc, on voit le cheminement. Et ça, c'est vraiment intéressant au niveau du portfolio. Le portfolio, ça peut être des productions écrites, des activités réalisées en classe ou en autonomie, en groupe ou individuellement. Ça inclut beaucoup de choses. Vous pouvez faire évaluer l'expression orale pendant les sessions de groupe, ou si vous le souhaitez, si votre institution le demande, vous pouvez tout à fait penser à faire une petite évaluation finale en session individuelle à l'oral, où on va demander à l'élève. Là, si on est face à l'élève, on sait qu'en gros, il peut éventuellement vérifier du vocabulaire, mais au niveau de la fonction communicative, on va voir si ça passe ou pas. Même s'il triche en regardant 2-3 mots de lexique, c'est pas tout à fait ce que nous, on évalue finalement. C'est une partie seulement. Bien. Et vous pouvez aussi faire de l'évaluation de compréhension orale ou écrite dans votre visioconférence. Cédric nous parlait du Google Form tout à l'heure. On peut tout à fait envisager d'avoir dans notre visioconférence un Google Form qui remplisse en direct devant vous avec un texte que vous projetez, par exemple. Et là, vous aurez votre évaluation également dans un temps imparti. Oui, ils pourront consulter sans doute quelques trucs de traduction simultanée, mais on sait la qualité de ces traductions simultanées. Donc, autant vous dire que ça va être de la perte de temps pour eux. Donc, il y a vraiment des choses à faire, mais toujours à prendre avec certaines précautions parce que souvent, c'est votre institution qui va vous dire comment se fait l'évaluation. Alors, voilà pour les questions pour aujourd'hui. On a essayé avec Cédric, avec nos collègues, même nos différents distributeurs dans le monde, on a essayé nos partenaires de trouver une façon de vous donner des adaptations de matériel justement pour favoriser la mise en place de la visioconférence. Donc, les auteurs, les délégués pédagogiques, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté de se mobiliser, on s'est réparti un peu le travail et on vous propose. Vous les trouverez bientôt, si ce n'est là, ils y sont peut-être. Vous trouverez dans la rubrique les formations Covid-19, dans notre site, vous avez le lien ici. Vous trouverez des adaptations de nos manuels pour adolescents. En l'occurrence, par exemple, je vais commencer avec Merci et Cédric nous présentera son adaptation parce que c'est lui qui l'a faite d'Hashtag la classe. Mais en l'occurrence, ici, on a travaillé sur Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose avec Merci? On a pris Merci 3 et on a essayé de vous proposer une série de ressources pour adapter Merci 3 à la visioconférence. La première chose que vous trouverez dans les documents, c'est quelles sont les ressources que l'on a utilisées pour que vous puissiez, vous, ensuite, continuer. Donc, on a utilisé le bibliomanuel qui est accessible de façon libre en ce moment, qui est en accès libre en ce moment pendant la crise. On a utilisé les exercices interactifs du cahier d'activité, certains audios que vous trouverez dans l'espace digital. On a utilisé des applications dont on a parlé. Kahoot, Quizzes, Kaggle, on en a moins parlé. C'est pour créer des réseaux, des cartes mentales qui sont très intéressantes à travailler avec les élèves. Et donc, on vous donne les ressources. Ensuite, on vous donne les objectifs de façon claire, les activités que vous sélectionnerez. Il n'est pas du tout question que vous fassiez tout de façon linéaire. Vous pouvez tout à fait sélectionner dans votre présentation ce que vous voulez faire. Vous avez donc les objectifs, ce qu'il faut faire avant les sessions, donner telle chose aux élèves, mettre dans votre plateforme tel document. Et on va vous donner aussi des diapositives pour projeter directement aux élèves pour favoriser votre cours en visioconférence. Donc là, vous avez des exemples de diapositives. C'est un document de 60 diapositives, donc vous allez avoir de quoi faire pour trouver les activités qui vous vont. Il y a des diapositives d'explication, un petit peu comme le guide pédagogique de nos manuels. Dans le guide pédagogique, on vous explique pas à pas ce qu'il faudrait faire avec les élèves, ou des propositions en tout cas. Eh bien, ça va être la même chose. Vous allez avoir des propositions ici de ce que vous pourriez faire en partage d'écran, zoomant sur tel encadré, etc. Et vous allez avoir la même chose un petit peu, si j'ai bien compris, je le sais en fait. Avec Hashtag la classe, tu nous en parles un peu, Cédric? Oui, bien sûr. Donc, l'objectif, bien évidemment, de ces adaptations, c'est vous donner du matériel clé en main pour justement vos cours online soient déjà prêts, en fait. Donc, j'ai suivi un peu ce
ce que Jeanne vous a présenté à l'instant, c'est-à-dire sur la première page, vous avez toutes les références, tous les programmes que j'ai utilisés pour justement vous proposer du matériel clé en main. À ne pas oublier avant la session, donc tout ce que vous devez faire, mes recommandations, on va dire, pour que la session se déroule dans de meilleures conditions possibles. Les sessions, donc qu'est-ce qui se passe pendant les sessions? Je vous ai didactisé 4 sessions de 1 heure au total. Donc vous avez pas à pas les activités à faire. Toutes les activités sont disponibles. Donc vous n'avez juste, par exemple, sur le Kahoot, qu'à communiquer le code à vos élèves ou sur le Quizlet, juste à cliquer sur le lien. Tout est disponible pour cela. Je vous ai aussi décliné plusieurs activités. Je vous mets, par exemple, pour des productions orales, je vous mets 2 ou 3 options selon le type d'apprenant que vous avez et selon les objectifs que vous voulez travailler. Toujours dans l'objectif de réduire votre temps de préparation et de vous donner des outils clés en main à utiliser lors de vos sessions de visioconférence. Bon, voilà, je pense que là, vous avez quand même un certain nombre d'outils. J'espère que ça pourra vous aider. Philippe, dans le chat, est-ce qu'il y a eu des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu? Eh bien non, je pense qu'on a fait un petit peu la synthèse de toutes les questions qui y avait. Et de toute façon, je crois que nous allons donner le contact à toutes les personnes pour qu'elles puissent nous joindre s'il y avait d'autres questions au-delà donc de cet e-café pédagogique. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, alors, sachez que là, on va terminer ce e-café pédagogique, mais qu'il y en aura d'autres. On essaie de vous accompagner vraiment de façon régulière pendant ce confinement. Donc, il y aura d'autres e-cafés pédagogiques, les formations. Le prochain, je peux l'annoncer déjà parce que Cédric sera aussi avec moi. On travaillera justement tout ce qui est accompagnement en dehors de la visioconférence. On sait que certains de nos collègues ne peuvent pas faire de visioconférence pour des raisons techniques. On sait que les autres ont besoin quand même d'organiser le processus d'apprentissage des élèves en dehors. Donc, on travaillera capsule de classe inversée, projet, devoir. On verra un petit peu ce dont on parlera selon les questions que vous nous aurez posées, encore une fois, dans le Google Form que nous vous avons envoyé. Donc, à bientôt. Merci infiniment d'avoir suivi ce e-café pédagogique, les formations. Et on se voit très bientôt. Merci Philippe, Cédric. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.